Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine profondément marquée par l'actualité ouest-africaine, avec la tenue jeudi d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. En ligne de mire, le rapport du médiateur de la CEDEAO pour la Guinée et la situation des 46 soldats ivoiriens toujours détenus au Mali. Au terme de la rencontre, la CEDEAO a convenu de l'envoi incessamment d'une mission au Mali. Serait-ce la médiation de la dernière chance? Toujours sur place à New York, lors de l'avant-dernière journée de cette 77e Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre par intérim du Mali, dans un discours très offensif, a multiplié les critiques virulentes, véhémentes notamment à l'égard de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la CEDEAO et de la France. Pour en parler ce soir avec moi en plateau, André Silver-Conan, journaliste fondateur d'Ivoire Hebdo, Dr Eddy Guipier, politiste, enseignant-chercheur à l'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo, Arthur Banga, historien, analyste politique, spécialiste des questions de défense et de sécurité, Idrissa Keïta, journaliste consultant, Dr Sylvain Nguessan, analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, enfin Landry Couillot, notre juriste. Bonsoir à vous, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. La CEDEAO, je vous le rappelle, semble perdre patience face à la junte militaire en Guinée qui n'a toujours pas présenté un délai de transition raisonnable aux chefs d'État et de gouvernement de l'institution sous-régionale. Lors de ce sommet extraordinaire tenu à New York, la CEDEAO a brandi des sanctions contre Mamadi Doumbouya et ses hommes. On fait le point avec Pierre Dipomela. Les dirigeants des États ouest-africains se sont réunis au sommet extraordinaire à huis clos au soir du jeudi 22 septembre, en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Ils ont décidé de prendre des sanctions progressives contre les militaires à la tête de la Guinée. La junte au pouvoir à Conakry peine à convaincre l'institution sous-régionale sur leur volonté de rétrocéder rapidement le pouvoir aux civils. Nous avons décidé de prendre des sanctions contre la Guinée. La déclaration est signée du président de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, Oumar Aliou Touré, à l'issue de cette rencontre. Le président en exercice de la CEDEAO et le président de la commission de la CEDEAO vont établir une liste de personnes à sanctionner et, de manière graduelle, appliquer des sanctions. Le gel des avoirs et interdiction de voyage au niveau diplomatique, les membres de la CEDEAO vont rappeler, pour consultation, leurs ambassadeurs accrédités en Guinée. Par ailleurs, l'organisation accorde 1 mois à compter du 22 septembre aux autorités guinéennes pour accepter un délai raisonnable et acceptable de transfert de pouvoir aux civils élus, sous peine de sanctions plus sévères. Monsieur, ces premières sanctions qui tombent contre la Guinée, fallait s'y attendre, docteur Sylvain Nguessan? Oui, il fallait s'y attendre. Quand même, le coup d'État de la Guinée date de 2021, septembre 2021. J'ai quand même 12 mois pour proposer un programme à la CEDEAO. Malheureusement, jusque-là, il n'y a pas eu de programme vraiment lucide et rationnel. Comme toute association, elle a ses règles. Donc ces règles devront s'appliquer et c'est tout à fait normal que ceux qui dirigent la Guinée subissent ces sanctions-là. Encore une fois de plus, la question qu'on va se poser, est-ce que ces sanctions-là vont vraiment porter fruit dans la mesure où la junte a toujours des moyens, enfin l'élite politique de la Guinée, ceux qui dirigent la Guinée auront toujours des moyens, eux, pour survivre. Et c'est malheureusement les pauvres citoyens qui vont subir encore ces sanctions. Surtout que connaissant la Guinée, il y a tellement à faire en Guinée. Subir encore une sanction de combien de temps? Ce serait dommage pour la Guinée. On espère que d'ici là, 1 mois donc, que les autorités guinéennes trouveront la sagesse pour proposer un calendrier lucide et rationnel à la CEDEAO afin de sortir de cette impasse. Arthur? Je sais pas si je vais dire surpris et heureux. J'ai 2 sentiments quand j'entends Sylvain rappeler que 12 mois de putsch, c'est assez pour présenter un calendrier. Ce même Sylvain sur ce plateau s'offusquait que le régime putschiste de Goïta, après plus de 18 mois au pouvoir et qui a réclamé 5 ans, ne devait pas subir des sanctions. Si aujourd'hui la CEDEAO a du mal même avec ces sanctions, c'est parce qu'il y a des intellectuels comme vous, justement, qui avaient défendu des régimes putschistes, qui ont passé 18 mois et qui ont réclamé 5 ans pour rester à la tête de leur pays. Exactement. Ce qui est contraire à tous les textes de Arthur, la CEDEAO. Là, vous y allez fort, là. Non, mais c'est vrai, je suis offusqué. C'était sur ce plateau qu'ils ont défendu. Donc, on ne peut pas défendre Goïta et dire oui, Goïta peut faire 50 ans au pouvoir. D'ailleurs, c'est ce que Doumbouya rappelle. C'est pour ça qu'on peut sanctionner Damiba et Doumbouya. Parce que une partie de l'opinion publique africaine a défendu bec et ongle des putschistes maliens.
Donc, en ce moment-là, vous ne pouvez pas défendre, sont cohérents, et venir dire aujourd'hui que non, nous, on a été cohérents dès le départ. Un putschiste n'a pas à rester au pouvoir. La CEDEAO même est trop faible de les laisser rester au pouvoir. Pendant longtemps, on demandait aux putschistes, dès qu'ils ont fait le coup d'État, de redonner le pouvoir à des civils. C'était le cas au Burkina avec Kafando. Dans le premier mois, ça a été le cas au Mali avec Bandao, notamment. Et c'est la jeune malienne qui a commencé cette rébellion et qui a eu, par son populisme notoire, qui a eu des soutiens qui compliquent aujourd'hui la situation. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, alors, je suis bien embarrassé parce que vous, là, vous attaquez directement, vous, docteur Sylvain Guessin. Je suis obligé de lui donner la parole avant de passer aux autres rapidement. Je suis pris de toute cette confusion terminologique. Non, c'est pas une confusion. S'il vous plaît, vous n'allez pas parler ensemble, monsieur. Arthur, vous attendez votre tour de parole. Terminé. Je suis confus de toute cette confusion terminologique de Arthur Banga. Ma position n'a pas varié. La sanction contre la CEDEAO, contre la Guinée, je viens de le dire, c'est malheureux, mais cette sanction, elle ne va atteindre que la pauvre population et non pas l'élite guinéenne. C'est la même chose que nous avons défendu concernant le Mali. Que la sanction contre le Mali, de la CEDEAO contre le Mali, ne pouvait pas atteindre ceux qui sont au pouvoir au Mali. Ils trouveraient toujours les moyens pour survivre. Malheureusement, la sanction contre le Mali ne pouvait atteindre que la pauvre population qui dormait dans les rues, tous ces déplacés, tous ces petits commerçants qui allaient subir ces sanctions. C'est ce qu'on a dit. Je suis quand même surpris de toute cette confusion terminologique. D'accord, très bien. Non, je vais revenir à vous, Arthur, mais on vient à peine de démarrer le débat, ça ne va pas se jouer entre vous deux. Arthur Banga, attention, s'il vous plaît. J'ai mes cartons juste à côté. Idrissa Keïta, réaction? Tout d'abord, je tenais à vous remercier. Je vous en prie. J'aimerais rappeler au confrère Arthur que vous savez, on peut soutenir une junte ou pas, chacun est libre. Mais reste que même si c'est la prise des armes, c'est quelque chose à condamner, il reste que les réalités varient d'un pays à l'autre. Maintenant, Donc, ce que vous dites, c'est que la prise des armes d'un pays à l'autre doit être appréciée différemment. Non, voilà, elle est appréciée différemment. Pourquoi? Donc les principes varient en fonction des pays. Je vous donne un exemple très simple. Dites-nous. Le Mali, par exemple, on a une junte. Au Tchad, on a une junte. Mais vous pouvez le constater, le Tchad n'a aucune divergence, aucun bras de fer avec la France. Tout le contraire du Mali. Et à telle enseigne que ce 2 poids 2 mesures a finalement poussé même le Mali, quelque part, à se retirer. Ici, on ne parle pas de la France. Du G5 Sahel. S'il vous plaît. Non, pourquoi les transitions, les appréciations varient d'un endroit à l'autre. J'ai juste donné le cas du Tchad, une junte aussi qui est là. Mais bon, on le voit, les relations... Arthur, laissez-le terminer, s'il vous plaît. J'ai pris 2 cas. Ce sont des militaires, ils ont pris le pouvoir par les armes. Ils se sont imposés. Vous avez l'impression que la communauté internationale n'a pas le même regard sur les juntes au Tchad ou au Mali. C'est cela. C'est ça votre propos. Maintenant, pour revenir à la Guinée... Je vous donne la parole tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Pour revenir à la Guinée, oui. Il ne faudrait pas oublier que la CEDEAO est en fait rentrée dans le jeu que très récemment. Quand il y a eu le coup d'État en septembre 2021, la CEDEAO, séance tenante, a exigé que tout rentre dans l'ordre dans 6 mois. La junte a fait la sourde oreille et même allé à la défiance. Après les 6 mois, il y a eu des sommets pour qu'on puisse désigner un médiateur. Le premier médiateur qui a été désigné, qui était là-bas de très longue date, Ibn Chambas, le Nigérian, a été récusé. Donc ce n'est réellement que dernièrement, il y a à peine 2 mois, 3 mois peut-être, que maintenant nous avons son Excellence Yahi Boni qui est à l'œuvre. Et on sait que sa dernière mission date de tout très récemment. Donc, et aussi la junte a joué sur une chose. Parce que la CEDEAO voulait un chronogramme. La junte a traîné avant de choisir son organe législatif, qui lui aussi a mis du temps avant de donner un délai. Et ce délai, en premier, avait été donné par la junte, qui parlait carrément de 38 mois, avant que le CNT ne parle de 36 mois. Donc, ce n'est que maintenant que la CEDEAO rentre en jeu. Et donc, la CEDEAO a compris, quand même, après plus d'1 année, les divergences sont devenues très fortes. Les partis qui comptent, les leaders sont tous à l'extérieur, sont contraints à l'exil. Beaucoup sont dans la clandestinité. Et il était normal que le ton de la CEDEAO soit ainsi. Très bien. André Silver, je reviens à vous tout à l'heure. Oui. J'aimerais faire remarquer que au Mali aussi, la CEDEAO avait été très patiente. Parce qu'on semble souvent l'oublier. Les sanctions sévères de la CEDEAO contre le Mali sont intervenues plus d'1 an après. 2 ans. Plus d'1 an après. Et c'est quand
la junte du colonel Assimi Goïta avait présenté un chronogramme allant jusqu'à 5 ans. Donc, sur ce point, la CEDEAO, elle est cohérente. Elle accompagne, parce qu'il y a un état de fait qui est le coup d'État. Tout de suite, on condamne, mais on accompagne pour qu'on aille rapidement à une transition civile ou éventuellement à un pouvoir civil. Donc, ne faisons pas croire que la CEDEAO avait sanctionné tout de suite le Mali, c'est faux. Ça n'a pas été le cas. Première chose. Deuxième chose, j'entends souvent cette affaire du Tchad et du Mali. Première chose, le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. Et donc, raisonnablement, c'est une affaire qui ne concerne pas la CEDEAO. La CEDEAO a ses règles. Je pense même qu'elle est en avance. Je suis très critique vis-à-vis de la CEDEAO, que je continue de qualifier de syndicat et autres. Mais la CEDEAO est souvent en avance, même sur l'ONU. Parce que vous avez vu, des putschistes sont intervenus à la tribune de l'ONU. Vous ne verrez pas ça à la CEDEAO. Et donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que nous ne devons pas avoir de position à géométrie variable. Nos principes ne doivent pas varier. Le principe, c'est que le coup d'État n'est pas permis. Il n'y a pas de bons coups d'État et de mauvais coups d'État. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Absolument. Pas plus qu'il n'y a pas de bons coups d'État constitutionnels et de mauvais coups d'État constitutionnels. Mais pour revenir au cas de la Guinée, très souvent, j'entends dire qu'il n'y a pas d'incidence sur... les sanctions n'ont pas d'incidence, mais c'est une erreur. Je vous ramène au communiqué de la CEDEAO. Ils vous ont dit quoi? Ils vous ont dit qu'ils vont prendre... Ils ordonnent donc la suspension de toute assistance de transactions financières en faveur de la Guinée par les institutions financières de la CEDEAO. Notamment la BIDC. Notamment la BIDC. C'est un détail très important. Qu'est-ce que c'est que la BIDC? La BIDC, c'est la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Je vous ramène à 2 projets importants qui sont subventionnés, sinon financés par la BIDC. En avril 2021, la Guinée a signé avec la BIDC donc une convention pour un projet destiné aux éleveurs guinéens, pour un objectif axé sur 25 millions de poulets à produire par an. Vous savez, l'agriculture, dans le monde agricole, il y a d'abord l'agriculture et il y a l'aviculture. En Guinée, ça représente 30% du monde agricole. 200 000 familles qui vivent et qui dépendent de ça. 25 millions. Donc demain, quand vous verrez des poulets qui seront un peu plus chers sur le marché guinéen, c'est par rapport à cette sanction. Deuxième projet, en mars 2021, le Ghanéen, donc Georges Adjekoun, qui est le patron donc, de la BIDC, a signé un contrat avec le DG de Vista Bank Guinée, M. Yacine Bayo, et l'accord portait sur quoi une ligne de crédit pour 10 millions d'euros. Environ 6,5 milliards de francs CFA. Vous pouvez convertir ça en francs guinéens, c'est une importante somme. Objectif, financer des prêts pour des petites et moyennes entreprises. 2000 PME. Voyez, c'est cela. Donc fermer le robinet de la BIDC, ce serait évidemment c'est catastrophique. Voilà, donc le petit peuple ne voit pas l'incidence. Moi, j'ai entendu cela au Mali. On s'en fout des sanctions. Mais même le colonel Maïga, il a reconnu à la tribune que ça a eu des effets. Donc, il appartient au peuple de ces pays de demander à leurs dirigeants où est-ce que vous amenez nos peuples, où est-ce que vous amenez le pays. C'est ça qui est important. Très bien. Eddy Guipier? Bon, c'est vrai que Sylvain Conan vient de faire, on va dire... une belle démonstration. Une belle démonstration sur le point. Mais bon, je rejoins un peu ce que... Mon confrère de l'Institut stratégique d'Abidjan a dit tantôt, la plupart du temps, ce sont les peuples qui en souffrent. Rares sont les embargos, ou du moins les mesures coercitives, les gels, les sanctions qui ont pu faire tomber un régime ou le rendre beaucoup plus flexible. La plupart du temps, ça les radicalise. Vous avez des militaires qui ont pris le pouvoir à un certain moment donné, qui, dans une sorte de mimétisme, qui sont tous en train de s'imiter, parce qu'ils prennent le pouvoir, et puis ils prennent le soin de dupliquer, je l'ai dit déjà sur ce plateau, toutes les institutions républicaines en leur donnant un semblant de contenu républicain ou démocratique. Tout à l'heure, j'ai regardé un peu le pupitre sur lequel s'exprimait le colonel Doumbouya tout à l'heure, et j'ai vu présidence de la République. Donc vous voyez qu'il y a des termes pour lesquels ils n'ont même plus peur. Voilà, avant, on disait président de transition, même si c'est comme ça qu'il se fait appeler. Au Burkina Faso, il se fait appeler président du Faso. Et vous voyez, ils ont dupliqué toutes les institutions et ils s'expriment là-dessus par ces biais. Le peuple guinéen, il ne faut pas oublier, c'est que
il y a certains peuples ou bien certains leaders qui tombent dans le piège de la question du souverainisme exacerbé. Les Guinéens en sont vraiment familiers, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont, on va dire, l'extérieur qui les attaque, entre guillemets, ou du moins qui s'insurge contre certaines positions, ils savent encaisser le coup et justement sortir l'argument de la souveraineté pour pouvoir résister. C'est un peuple qui est résilient, qui n'a pas peur, depuis Lassana Conté, d'être isolationniste ou même Sékou Touré. Vous avez aussi deux éléments qui appartiennent, comment dirais-je, à la Guinée, qui lui permettent de résister. Je ne suis pas en train de, comment dirais-je, faire l'apologie de ces derniers. Je suis en train de relativiser un peu l'impact quant à ces jeunes-là qui doivent, comment dirais-je, être beaucoup plus flexibles. Vous avez le port autonome de Conakry, qui est une ouverture sur le monde, qui ne va pas empêcher les échanges de ces derniers. Et vous avez aussi la Banque centrale de Guinée, pour les différencier du cas des Maliens et ou des Burkinabés, pour lesquels ils n'ont pas forcément besoin, ou pour lesquels ils n'ont pas besoin d'être étranglés depuis l'UEMOA. Donc c'est tout ce panel comment dirais-je, de structures-là qui permettent, on va dire, à la junte de s'en tirer à bon compte et qui lui permettent, on va dire aujourd'hui, de ne même pas fournir de chronogramme ou de fournir un chronogramme réalisable et rationnel. Landry Couillot, vous n'êtes pas encore intervenu, allez-y. Tout à fait, merci bien pour la parole donnée. Je voudrais déjà manifester ma tristesse. Ma tristesse parce qu'on nous a fait croire il y a quelques mois qu'on avait des coups d'État salutaires et que c'était l'expression de la volonté des peuples. Notamment en Guinée, quand le coup d'État est intervenu, la classe politique a donné de la voix pour estimer que c'était un coup d'État salutaire. Aujourd'hui, il y a péril, faut le rappeler. La démocratie en Guinée court un péril grave. Elle est muselée. On voit comment est-ce que les manifestations qui sont de droit, elles sont matées. Alors je me pose la question, ceux qu'on mate, ce n'est pas le peuple, ce sont des chiens. Ce sont des chiens. Ce sont des Guinéens, des citoyens, des gens qui ont droit à la vie, ont droit à pouvoir manifester autre chose que ce que l'on leur propose. C'est décevant, c'est une déception et c'est la réalité. Et c'est la réalité. On nous a fait croire qu'ils étaient venus sauver la démocratie, mais en réalité, ils ne la sauvent pas. En réalité, il y a des personnes avides de pouvoir qui ont décidé de s'en accaparer et marchent désormais sur la démocratie et sur les peuples. Le cas de la Guinée est un cas effroyable. Effroyable. Et j'ai mal au cœur de savoir que beaucoup d'entre nous sont tombés dans ce piège-là et ont soutenu d'une manière ou d'une autre ces démarches-là. Je reviens pour dire une chose. Lorsqu'on me dit que le peuple guinéen est résilient, c'est vrai historiquement parlant. Mais il ne faudrait pas oublier que les derniers événements que connaît la Guinée avec les répressions massives, violentes sur la population, le fait que la frange la plus importante de l'opposition, de la classe politique guinéenne est aujourd'hui muselée, d'autres sont en exil, d'autres sont dans la clandestinité, font qu'attention, il n'y aura pas de résilience d'un peuple, parce que ce peuple est déjà divisé en interne. Il n'y aura pas de résilience. Au contraire, je crois que cette classe politique va s'appuyer sur cela afin de mettre une couche de pression sur le pouvoir qui est en face. Je vais terminer avec ceci, je me répète trop long. Il s'agit de la vie des gens. C'est la vie des peuples. On développe des thèses, des théories, mais il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ont besoin de vivre dans un environnement serein. Il va falloir les aider à cela. Il va falloir leur permettre de pouvoir se construire des sociétés stables, civilisées, où chacun, de par ses petits moyens, soit en capacité de pouvoir vivre avec un peu de dignité. Et nous avons donc ce devoir-là, avec les règles que nous avons, qui sont perfectibles au niveau de la CEDEAO, de travailler à ce que ces pays-là sortent de cette situation. Que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée, c'est un échec. Il faut le reconnaître. Et lorsqu'on a soutenu d'une manière ou d'une autre ces régimes-là, il faut se remettre en cause. La résilience, c'est aussi cela. D'accord, tout à l'heure. Messieurs, entre autres sanctions contre la Guinée notamment, Arthur, attention, le rappel pour consultation par les États membres de la CEDEAO de leur ambassadeur accrédité auprès de la République de Guinée. Les enjeux et l'impact de cette sanction, Arthur. D'accord. D'abord, je reviens. Je suis heureux aujourd'hui d'entendre des gens qui suivent le plateau. Arthur, vous n'allez pas nous ramener en arrière, très rapidement. Succinctement, on n'a pas beaucoup de temps. Oui, mais rapidement, allez-y. Je dis que ceux qui soutenaient hier n'ont plus le courage de soutenir aujourd'hui, et ça se voit. Donc, ça, c'est très important. Arthur, allons-y. La deuxième chose qui est importante, j'ai entendu que la communauté internationale apprécie différemment. Non. D'abord, André l'a bien expliqué, le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. Tous les pays qui font partie de la CEDEAO sont sous la règle de la CEDEAO. D'ailleurs, au sein même de l'Union africaine, le Ghana était le seul pays du Conseil de paix et de sécurité à exiger des sanctions. C'est le pays de la CEDEAO qui a porté ces sanctions. Les autres pays de l'Union africaine n'ont justement pas soutenu ces sanctions. Voilà pourquoi le Tchad n'est pas sous sanction. Sinon, si le Tchad était dans la CEDEAO, il serait sous sanction. Peu importe le coup d'État, ce n'est pas principe. Et d'ailleurs, les premières sanctions, je peux rassurer Sylvain, d'ailleurs, les premières sanctions aussi vers la Guinée, sont des sanctions symboliques.
tu ne viens pas aux réunions, tout ça, on applique systématiquement. On passe à un deuxième degré qui est ciblé. D'ailleurs, c'est une liste de personnalités qui ne bougent pas, qui ont leurs proches qui ne bougent pas, des ambassadeurs qui sont rappelés pour montrer le signe symbolique, pour dire que notre espace condamne les coups d'État. Donc, on n'en veut pas. Et quand ça ne va pas, au troisième moment, on cherche des sanctions plus élevées. Mais chacune de ces sanctions vont pèser. Il n'y a pas des sanctions qui ne pèsent pas. Il n'y a pas un peuple qui ne va pas s'en sortir dans les sanctions. D'ailleurs, quand ils arrivent, ils demandent toujours qu'on lève d'abord les sanctions. Question qui ne pèse pas, on va commencer par dire levons ça. Maïga, qui prend la parole, avant lui, toutes les autorités manières commencent d'abord par levons les sanctions, parce que ça pèse. Dernier point qui est important, il n'y a pas deux façons de coup d'État. Il y a un seul type de coup d'État. Un coup d'État, c'est des militaires qui prennent des armes, qui renversent le pouvoir. Le coup d'État constitutionnel, c'est beau à dire, mais ça ne signifie rien. Il n'y a pas de coup d'État constitutionnel, tout simplement parce que nos constitutions prévoient de les changer. Après, je peux ne pas être d'accord avec le troisième mandat. Moi, je ne suis pas d'accord avec le troisième mandat. Je l'ai dit publiquement, je le redis. Mais ça ne me permet pas de dire que le troisième mandat est illégal ou inconstitutionnel. Ça, c'est un débat juridique. Et les constitutions prévoient comment on les change. Donc, le monsieur, c'est le problème de la CEDEAO d'ailleurs. Quand la CEDEAO rencontre Alpha Condé, il a sur sa constitution. On dit de changer par référendum. J'ai fait un référendum. Le peuple a dit oui. Qu'est-ce que je peux faire? Et dans quelle position la CEDEAO peut être? Non, il faut arrêter de jouer avec les mots qui n'ont pas de sens. Il n'y a pas de coup d'État constitutionnel. Ça signifie rien en français. D'accord. André? Oui, non, il fait une erreur. En Guinée, il était écrit noir sur blanc dans la Constitution que le régime, la clause des deux mandats ne pouvait pas du tout être modifiée. Alpha Condé, il a pris, il a mis de côté. Bon, donc pour moi, c'était un coup d'État constitutionnel. Bref, non. Ayons les principes constants, comme on le dit. Soit on est d'accord avec des coups d'État constitutionnels, soit on n'est pas d'accord, et soit on est d'accord avec des coups d'État militaires, soit on n'est pas d'accord. Donc moi, je reste constant sur toutes les formes de coups d'État. J'en ai identifié 3. Sur ce plateau, coup d'État militaire, coup d'État constitutionnel, coup d'État rebelle. Bref, ça c'était pour le problème. Des fois, j'entends les sanctions n'ont pas d'effet. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a une question à laquelle ceux qui défendent cette posture ne répondent pas. Qu'est-ce qu'on fait justement contre ceux-là? Parce que vous avez donc le lieutenant-colonel Doumbouya qui est à Sékou Touré. Vous n'allez pas constituer une force, militaire pour aller le sortir de là. Si la junte guinéenne là-bas n'a pas de compte à l'étranger, très souvent c'est le cas, parce que c'était des militaires, voilà. Toutes les sanctions, les gels des avoirs, ça ne les regarde pas. Voilà. Et donc, quand vous me dites, non, ce sont des sanctions qui ne touchent pas les autorités, en fait, c'est une façon de valider donc leur présence. C'est cela, indirectement. Non, ces sanctions sont à prendre. Parce que si on me définit aujourd'hui par quel moyen on arrête Doumbouya, par quel moyen on arrête Goïta, par quel moyen on arrête Damiba, autrement que par ces sanctions, j'adhère. D'accord. Donc, ne nous donne pas. Non, je reviens à toi tout à l'heure. Oui. Je pense qu'on va faire un effort pour bien se comprendre et pour ne pas imputer des dires à ceux qui n'ont pas dit ou des pensées à ceux qui ne les ont pas pensés. Se poser la question, faire l'évaluation de l'impact des sanctions sur tel régime, ce n'est pas invalider ces sanctions. Ces sanctions sont à prendre, bien entendu. Mais on se pose la question non seulement de leur impact, mais aussi de leur portée. Et je pose la question de savoir ou du moins quand avez-vous vu des sanctions faire tomber un régime si ce n'est que le radicaliser? Voilà les questions que je pose. Sinon, je pose la question de l'impact de ces sanctions. Ça ne veut pas dire que je suis contre ces sanctions. J'aimerais ajouter cela. Très bien. Sylvain Nguessan. On va faire l'effort d'éviter un peu les raccourcis. C'est un peu trop facile de distribuer des cartons, de distribuer des points selon ses humeurs. C'est un peu trop facile. Conan Sylvain parlait tout à l'heure de tout le pacte qui a été signé, enfin le contrat signé entre la Guinée et la BIDC. Mais ce sont des éleveurs qui sont bénéficiaires. Quand ce robinet est fermé, est-ce que c'est Doumbouya qui vous proposez justement face. Justement, on pose la question parce qu'il faut poursuivre la réflexion. Historiquement, quel pays vous connaissez qui est tombé, quel régime connaissez-vous qui est tombé du fait des sanctions? Interrogeons l'histoire. Alors, monsieur, c'est pas un débat. C'est pas un débat de personnes, s'il vous plaît. Je réponds. Vous n'allez pas parler ensemble, Arthur, doucement. Vous n'allez pas parler ensemble, messieurs. Il y a une question quand même qui est pertinente.
qu'on doit se poser, à laquelle vous devez donner des éléments de réponse. La CEDEAO propose des sanctions en guise de pression sur les jeunes militaires au pouvoir. Certains sur ce plateau, visiblement, ne semblent pas être d'accord avec ces sanctions parce qu'ils estiment que l'impact est plutôt sur les populations que sur les jeunes. Alors, quelle serait l'alternative? Oui. Sylvain Guessant. Ok, merci bien. Donc, on est d'accord, je suis d'accord qu'il y ait des sanctions contre ces pays-là, mais quand on interroge l'histoire, aussi longtemps qu'on remonte, il n'y a pas eu une sanction concernant un pays. Tu ne réponds pas à la question. Qu'est-ce que tu proposes? C'est pas toi qui donne la parole, Sylvain. S'il vous plaît. Il peut rappeler. Sylvain Guessant, terminé. Je vous ai donné la parole, allez-y. Merci. Mais attendez, est-ce que on vous a demandé qu'est-ce que vous proposez? Eddie Guipier. Non, s'il vous plaît. Non, moi j'aurais formulé pour... Messieurs, Arthur Banga, Landry Couillot, vous n'allez pas me rendre la tâche plus difficile, s'il vous plaît, messieurs. Vous n'allez pas parler ensemble. Docteur Sylvain Guessant. Je ne suis pas là pour proposer. Sylvain Guessant. Merci. Je vous donne la parole, allez-y. De toute façon, je n'ai jamais été partisan du vous-vous-là. Donc, ces sanctions-là elles atteignent d'abord les premiers bénéficiaires. Or, les cibles des projets qu'eux-mêmes ont énumérés, ce sont des éleveurs. Un régime qui a fait un coup d'État ne comptait pas sur pour mettre des bitumes, pour construire des écoles, un système sanitaire. Ce n'est pas leur projet. Ce n'est pas cela leur projet pour dire qu'il n'y aura pas d'impôts, ça serait un manque à gagner au niveau du budget national. Et donc, ce n'est pas leur affaire. Ce sur quoi moi je compte, moi je tape sur le long terme. Je réponds directement à votre question. Le long terme. Sensibiliser, former les populations, les leaders politiques, pour qu'on ait des hommes politiques responsables, pour qu'on ait un électorat responsable, pour qu'on ait des peuples exigeants avec leur régime, de sorte que les coups d'État ne soient plus jamais applaudis. Quand quelqu'un va tenter un coup de force, que la rue va résister à ce coup de force, quand on ne verra pas ces enfantillages qu'on a vus dans les rues de Ouaga, de Bamako et de Conakry, où les gens ont applaudi, aussi bien en Côte d'Ivoire en 1999, je voudrais vous rappeler, où les gens ont applaudi les coups d'État, alors on sortira de ce cycle infernal des coups d'État. J'aimerais terminer. Terminé. Certains font comme s'ils découvraient les coups d'État maintenant. Les coups d'État, ce n'est pas nouveau. En 1999, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et on connaît les langages qui ont été tenus, si ce coup d'État a été célébré par les uns et les autres, ou si ça a été condamné. Je termine par là. D'accord. Non, messieurs, mais pas tous à la fois. Mais tout à l'heure. Alors, il disait quelque chose de particulier, de pertinent. Il dit il appartient au peuple de se dresser contre les coups d'État. On a quelqu'un qui nous appelle de Bouaké, M. Soumaoro, qui nous dit il appartient effectivement au peuple de se braquer contre les coups de force. M. Soumaoro, bonsoir. Vous nous recevez, M. Soumaoro? Coupe sa télé, là. Vous pouvez arrêter votre poste récepteur? Oui, quel est votre point de vue? Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, je vous reçois, M. de la Souva. Allez-y. Oui, je le disais tantôt, la démocratie est par définition... La démocratie est par définition le pouvoir du peuple. Et c'est au peuple donc de se braquer contre les coups d'État. Il faut que nos peuples, les peuples africains, arrêtent d'applaudir les coups d'État, de penser que les coups d'État sont la voie du salut. Lorsque les peuples africains commenceront à se braquer contre les coups d'État, on n'aura plus de coups d'État en Afrique. C'était juste mon point de vue. Il faut qu'on arrête de sortir dans les rues pensant que les coups d'État sont la voie du salut. Les coups d'État ne mènent nulle part et ne mèneront nulle part. D'accord. Merci beaucoup, M. Soumaoro, de nous avoir appelé depuis Bouaké. Landry? Non. Excusez-moi, mais je risque de tomber dans un fou rire. C'est incroyable, je tombe des nues. Aujourd'hui, j'entends les putschistes, le coup d'État, ça ne construit pas des routes, ça ne construit... À quel moment donc a-t-on trouvé quelques onces de propos ou d'apports salutaires à ce coup d'État-là? À quel moment? Alors qu'aujourd'hui, on nous dit que ça n'apporte aucun développement. Absolument pas. Je suis davantage réconforté dans ma position. Et je suis droit dans mes bottes. Je crois que depuis le début, nous avons eu raison de croire que quel que soit le mal de la démocratie ou de sa mise en œuvre, il va falloir la protéger et la soigner en interne avec des moyens démocratiques. Parce que c'est de cela qu'il est question. La démocratie, un régime civilisé, se dote des moyens de se réparer par lui-même et ne pas trouver des solutions alternatives comme des coups d'État au point qu'on dise aujourd'hui, on le reconnaisse devant des millions de personnes que ça n'apporte absolument rien. Arthur,
Ensuite, André. Je suis vraiment heureux que des gens disent aujourd'hui que les coups d'État n'apportent rien. Vraiment, Dieu merci, ces gens-là le disent aujourd'hui. Mais on va revenir sur les sanctions. Quand vous dites regarder dans l'histoire des sanctions, les sanctions, c'est nouveau dans l'histoire des relations internationales. Non. Si, c'est nouveau, j'explique. Laissez-le aller au bout. Oui, allez-y, il va nous donner des éléments qui fondent son postulat. Jusqu'au début des années 90, quand tu fais un coup d'État aujourd'hui, demain, quand il y a un sommet de la CEDEAO, tu viens. C'est comme ça que les Sankara sont venus croiser au fouet, les gens en Sierra Leone. Comment ça s'est passé? La CEDEAO, à partir de l'ECOMOG, à partir de 1999, prend donc des mesures pour dire que désormais, sur notre espace, on ne veut plus de coups d'État. D'ailleurs, le premier pays, le premier pays, pardon, je parle de la CEDEAO, monsieur. Terminé, Le premier Arthur. pays qui est victime de ça, c'est la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Avant le coup d'État de 1999 en Côte d'Ivoire, celui qui fait un coup d'État, il vient au prochain sommet. Et donc, c'est à partir de 1999 qu'on a délégué les sanctions. Et moi, j'ai terminé les sanctions. Pourquoi? Comment elles vont être efficaces? La CEDEAO l'a compris. Elles vont être efficaces quand elles sont reprises par l'ensemble de la communauté internationale. Voilà pourquoi quand la CEDEAO a fini de prendre ces sanctions, elle a voulu les porter à l'Union africaine et à l'ONU. Malheureusement, quand on arrive à l'ONU, dans le jeu du Conseil de sécurité, il y a toujours des gens qui soutiennent des bandits, donc qui peuvent soutenir des putschistes. C'est ce qui se passe. La première condition, pour rendre plus efficaces. D'ailleurs, elles sont efficaces en partie. Parce que les sanctions contribuent, quand tu te lèves le matin, quel que soit le régime que tu es, quand on prend l'exemple concret que André a donné sur ne pas financer de l'élevage, tu es putschiste. Il faut te dire que parmi les éleveurs, là, il y a un groupe qui commence à sortir. Donc les sanctions, c'est jamais... En fait, c'est pour susciter la pression du peuple. D'abord, c'est pour la pression. Mais qui est tombé Ensuite, non, si les sanctions ne faisaient rien, le Mali serait en train de faire 5 ans. Bon, monsieur, d'accord, on a bien compris ce point de vue, Arthur. Vous terminez rapidement. Le fait que la reprise par toute la communauté internationale, c'est d'ailleurs ce que souhaite la CEDEAO, c'est ce qui va donner plus de force aux sanctions dans un premier temps. Monsieur, il y a une question qu'on est obligé d'aborder ce soir, c'est dans la forme. Beaucoup de voix se sont élevées pour dénoncer le fait que ce sommet extraordinaire de la CEDEAO se soit tenu hors zone géographique de la CEDEAO, notamment à New York. Réaction là-dessus rapidement, André? Bon, pour moi, quel que soit l'endroit où on se trouve, parce qu'il faut bien comprendre que ils ont choisi un espace où ils étaient tous réunis en même temps. Bon, après, pour pouvoir voir les agendas des uns et des autres, pour moi, c'est pas trop important. Mais j'aimerais répondre à une question qui a été posée ici. Allez-y. C'est celle de ce que les sanctions n'ont jamais... C'est faux. Le capitaine Amadou Aya Sanogo, vous vous rappelez? En 2012, coup d'État au Mali, effectivement. Il n'a pas pu tenir. Quelle sanction l'a fait tomber? Il n'a pas pu tenir parce que la CEDEAO avait mis la pression. Je me rappelle, le président Alassane Ouattara était président de la CEDEAO à ce moment-là. Il y a une forte pression sur lui. Amadou Aya Sanogo n'a pas pu tenir. Premier exemple. Non, vous avez demandé de donner des exemples, j'en donne. Non, s'il vous plaît. Mais pendant que l'un parle, s'il vous plaît. Charles Taylor, c'est les Comog qui a mis la pression. Mais les Comog, c'est quoi? Voilà, et donc, non, ne faisons pas croire que... C'est pas une sanction. Non. Tout ça, ce sont des sanctions. Non, ce sont des mécanismes. S'il vous plaît, messieurs. D'accord. S'il vous plaît. Mais décidément, vous n'allez pas parler tous à la fois en même temps, messieurs. S'il vous plaît, laissez André Silver... Arthur, je vais sortir le carton. Vous donnez des exemples, on vous en donne et vous voulez remettre encore en cause. Encore une fois, non, ce n'est pas une sanction. Encore une Docteur Eddy Guipier, laissez-le terminer. Vous aurez la parole ensuite. À croire que tous ces éléments de langage qu'on développe sur l'impact des sanctions sur les peuples, c'est un adoubement des putschs. Ça, c'est ma position personnelle. D'accord. Mais je reviens encore une fois sur cette affaire de pression. Mais voyez-vous, tout à l'heure, votre téléspectateur a parlé de ce que les peuples devraient prendre leurs responsabilités. Mais il ne faut pas qu'on y compte trop. Un putsch, comment ça se fait? S'il vous plaît. Un putsch, c'est violent. Un putsch, ce sont des militaires qui ont des armes, qui décident de prendre le pouvoir par la force, par la violence. Il y aura toujours des gens, comme sur ce plateau, qui soutiennent le coup d'État, et il y en a d'autres qui ne soutiendront pas, mais qui ne pourront pas forcément s'exprimer, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Tous les Maliens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Tous les Guinéens ne sont pas d'accord, tous les Burkinabés ne sont pas d'accord. Mais on parle des régimes violents. En Guinée, on a déjà 5 morts. D'accord. Eddy Guipier? Alors, vraiment, peut-être prendre un peu avec la pédagogie qui s'y a à l'enseignant, essayer d'expliciter certains termes pour que ça arrête à... je veux dire, pour que cette discussion
arrête de tourner non seulement à la foire d'empoigne, mais pour qu'on arrête de prêter des dires et des pensées à ceux qui n'ont jamais dû. André Sylvain Conan vient de faire une démonstration, il parle de coups d'État violents, etc., oubliant lui-même la propre trilogie qu'il vient d'évoquer avec les coups d'État constitutionnels qui la plupart du temps ne sont pas violents. Ça n'existe pas. J'ai fini. Non, il faut dire je ne sais pas. Ça n'existe pas. Arthur, attention, laissez-le. Ce qu'on appelle le coup d'État médical de 1987 en Tunisie du Premier ministre c'est lui qui a la parole. Zine El Abidine Ben Ali. Oui, vous aurez le temps, mais laissez-le terminer. Zine El Abidine Ben Ali contre le président Habib Bourguiba à l'époque en 1987. On a surnommé le coup d'État médical. Ah, on l'a surnommé. Arthur Banga, s'il vous plaît. Le coup d'État médical se définit comme étant l'interruption d'un processus. Mais vous n'avez pas la parole, diantre. Franchement, je pense que c'est une qualification. S'il vous plaît, Landry, vous aussi, vous n'allez pas vous y mettre. Qualification, voilà. Donc, moi, je suis venu vous distribuez la parole, on ne peut pas se prononcer à plusieurs reprises. Allez-y. On ne peut pas se prononcer à plusieurs reprises sur la même question. On est obligé, des fois, de prendre d'autres pans de cette question. C'est en cela que moi, j'ai questionné la problématique de l'impact de ces sanctions. C'est cela. L'impact de ces sanctions, ça ne fait pas de moi un contempteur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui défend ou un hagiographe des régimes putschistes. Je l'ai dit moi-même que je suis choqué par le fait que non seulement ils prennent le pouvoir politique, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils dupliquent les institutions républicaines pour se donner un semblant de légitimité. Je ne les ai pas défendus, je ne le ferai ni d'Adam ni d'Ève, que ce soit. J'assume totalement mes dires et je suis prêt à apporter la contradiction sur ces choses. On ne va pas m'imputer en prenant son tour de parole, en disant oui, il pense et tout comme non, ça n'a rien à voir. Je suis maître de ce que je dis, pas de ce qu'il comprend. Absolument. Au moins c'est très clair. Idrissa? Moi, j'aimerais aller sur 3 points. Rapidement, allez-y. Oui, le premier point, pourquoi je fais mention du Tchad? Pour la simple et bonne raison que ce pays, il intervient au Mali voisin, mais mieux, le Tchad, il intervient au Mali voisin, mais encore qu'il siège avec au moins 3 pays de la CEDEAO dans l'instance du G5 Sahel. Donc évidemment, si certaines situations se passent là-bas et qu'il y a des comparatifs ici, on peut en parler. Pour ce qui est de la Guinée, les sanctions, soyons réalistes, la Guinée a quand même une particularité qui a été évoquée ici. C'est que la Guinée n'est pas avec le CFA. Ils ont leur monnaie. La Guinée, historiquement, à cause du nom de Sékou Touré, nous préférons vivre, la liberté. Dans la pauvreté. Voilà, nous préférons vivre la pauvreté dans la liberté qu'à l'opulence dans l'esclavage. Ça a développé chez le Guinéen cet état combatif, cette résilience. Parce que Sékou Touré, il a fait 27 ans. Lansana Conté, lui, il en a fait 24. Et jusqu'à présent, ils n'ont jamais adhéré à la CEDEAO. Ils avaient une oreille quand même ouverte à la question de l'écho. Donc, ceux qui sont au pouvoir, déjà, ils ne sont pas dans le front guinéen. L'UEMOA ne peut pas les intimider. Mais mieux, dès le départ, quand la CEDEAO avait menacé des sanctions, quand elle parlait de 6 mois pour un retour, ils ont dit que d'abord, eux, ce sont des militaires. Les missions qu'ils ont ne se font pas à l'extérieur, c'est à l'interne. Et que eux, contrairement à ces leaders qui sont là, qui haussent le ton, ils n'ont pas de compte à l'étranger. Et encore, la Guinée a un port. Et ça pèse énormément par rapport à d'autres pays qui sont enclavés, qui évidemment vont sentir autrement les sanctions. Maintenant, le troisième point. On a dit, il y a la banque d'investissement de la CEDEAO qui va fermer le robinet. Seulement que la Guinée a quand même quelques alternatives. Je citerai 2 cas. La coopération chinoise. Depuis 2018, la Guinée et la Chine ont signé un deal où sur 10 ans, la Chine doit investir chaque année 1 milliard de dollars pour construire des infrastructures. Parmi lesquelles nous avons la fameuse autoroute. Arthur, attention. Attention, je ne parle pas de n'importe quelle, justement, infrastructure, monsieur. Parce qu'il y a la route sous-régionale, un peu comme Abidjan-Lagos, Conakry-Kankan-Dabola qui va sur Bamako pour pouvoir venir au port de Conakry et concurrence directe au port d'Abidjan. Faites attention, monsieur Arthur. Attention, le dernier d'hier peut être le premier d'aujourd'hui. Arthur ne parlait pas au même moment que lui, celui qui a la parole. Mais vous aurez la parole. Attendez votre tour de parole. Une route internationale où le port de Côte d'Ivoire et le port du Sénégal pourraient plus tard à long terme se retrouver sur le quai ou être surpris. Parce qu'on ne voit pas ça venir. Ensuite, la deuxième alternative, c'est la Turquie. Vous le savez tous, dernièrement, il y avait des bisbilles autour du président Alpha Condé, l'ancien président. Pourquoi ? Parce que des militaires sont intervenus au port de Conakry, dans la zone concessionnelle, au niveau du groupe Al-Barak.
Le groupe Al-Barak a son entité là-bas, Alport. Et cette entité gère spécialement le vrac, les nourritures, les denrées. Et justement, pendant la période des sanctions, c'était eux qui ont supporté le Mali. Maintenant, Al-Barak, au-delà de ce marché-là, ils ont le marché de l'assainissement. Et dernièrement, ils viennent d'ouvrir le front de l'agriculture. Et avoir la Chine avec soi pour un contrat de 20 milliards, non 10 milliards plutôt sur 10 ans, chaque année 1 milliard, et avoir la Turquie pour un contrat de 25 ans où on doit mettre 500 millions de dollars, déjà 150 millions ont été mis dans la balance, ce ne sont pas des partenariats moindres. Parce qu'on entend beaucoup parler de la Guinée, mais on ne sait pas trop le inside, qu'est-ce qui s'y passe. Et ces partenariats-là n'ont pas été interrompus. D'accord. Je voulais le faire savoir. C'est entendu. Arthur? Bon, peut-être que notre ami est trop guino-centré, donc il est un peu... Je vous en prie, je ne suis pas partisan. Cette route n'est pas sortie d'elle-même, elle est en train de se faire et la junte ne l'a pas D'accord, on vous a bien compris tout à l'heure, Idrissa Keïta. Arthur, vous avez la parole. Je ne m'égosille pas, la route est réelle. Elle est là. S'il vous plaît, mais de grâce, arrêtez ces pics que vous lancez qui ne nous font pas avancer dans le débat. Quand l'un a la parole, il faut que l'autre souffre le temps de sa parole et qu'il prenne la parole. Voilà, Arthur, allez-y. J'ai dit que les gens sont guino-centrés, donc ils ne maîtrisent pas trop l'aspect international. La Chine a développé un projet qu'on appelle la ceinture et la route. C'est un projet d'infrastructure. J'ai été invité 2 fois en Chine pour participer à la mise en place de ce projet. Donc, c'est rien de nouveau. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a pour premier partenaire économique la Chine. La Turquie a fait au mois de décembre là, le sommet à Istanbul, le sommet Turquie-Afrique. Ce n'est pas spécifique à la Guinée. Ne banalisez rien, mon cher. C'est beaucoup pour la Guinée, c'est beaucoup pour le peuple de Guinée. Idrissa, s'il vous plaît. Les enjeux, je vous l'ai dit, les 2% menacés. Idrissa, vous n'avez plus la parole. Non. Je vous donnais la parole tout à l'heure. Vous avez pris le temps de développer. Arthur, est terminé. Ce qu'on appelle les façades maritimes, que vous ne comprenez pas. Les façades maritimes, c'est une concentration de ports sur certains ports. Arthur, où voulez-vous en venir? Non, je veux quand même que les téléspectateurs comprennent qu'il n'y a pas à s'émouvoir, c'est des choses banales. Aucunement. Donc, il n'y a pas de concurrence. C'est les façades maritimes, les ports doivent être interconnectés. C'est ce qui se passe en Europe. Donc, c'est ce qui va se passer entre nous. Bon, revenons maintenant aux 2 questions qui nous intéressent, après avoir situé un peu le contexte de la ceinture de la route et des projets turcs en Afrique, qui ne sont pas spécifiques à la Guinée. Tous les pays, dont la Côte d'Ivoire, par exemple, en bénéficient. Donc, il faut le savoir déjà. D'accord. Ensuite, pour revenir sur 2 choses. J'insiste. Il y a dans le dictionnaire une seule forme de coup d'État. On peut surnommer, on peut renommer, on peut danser, si on veut, mais il y a une seule forme de coup d'État. C'est quand des militaires renversent un pouvoir. Le reste, on peut le nommer, le surnommer. On dit, c'est écrit dans une constitution. Nous, on peut décider d'écrire, pour montrer les limites. Nous, on peut décider d'écrire dans une constitution qu'on ne veut pas. Par exemple, on ne touche pas à ça. Si dans 50 ans, nos enfants veulent changer, ils vont prendre comment on change, et puis ils vont changer simplement. Une constitution, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas le Coran, ça se change. Maintenant, on peut déplorer et réfléchir ensemble à comment on fait pour que les changements n'interviennent pas pour l'intérêt d'une personne. Mais on peut pas, c'est pas parce qu'on est contre le 3e mandat qu'on va inventer des mots. C'est des mots que vous inventez qui n'ont pas de sens. D'accord. En fait, je vais terminer. Terminer rapidement. Sur la question des sanctions. Oui. C'est sur la question des sanctions. Je dis et je répète, les sanctions d'abord sont graduelles. Les sanctions contribuent aux pressions. Les sanctions font partie d'un ensemble. Les sanctions, il n'y a pas une causalité unique pour la chute d'un régime. C'est toujours une conjoncture. C'est toujours un ensemble. Quand on fait un coup d'État, on fait une révolution, ce n'est pas un point A qui entraîne la révolution, c'est une circonstance. Et donc les sanctions vont faire partie de cette circonstance. Et j'ai terminé pour dire, si les sanctions n'ont pas l'effet qu'elles ont, c'est parce que justement, et il explique un peu en partie ce que je dis, on n'arrive pas à avoir un bloc international qui va soutenir au-delà ces sanctions. C'est-à-dire si par exemple on disait à partir du moment où la CEDEAO prend les sanctions, l'Union africaine va les endosser et l'ONU va les endosser, comme je l'ai expliqué dans un article sur la crise post-électorale. En ce moment, ces sanctions de la CEDEAO sont plus fortes. Mais tant qu'elles sont CEDEAO, effectivement, on peut contourner, mais les sanctions font partie d'un ensemble d'éléments pour mettre pression. Je suis encore heureux on a bien compris. On entend des gens qui leur dire qu'ils sont contre ces coups d'État. On a bien compris ce point de vue, Arthur. On a bien compris. Docteur Sylvain Nguessan, ensuite Landry, avant d'aller à la pause, allez-y. Premier point, le coup d'État, la pression de la CEDEAO sur le Mali qui aurait fait sauter Aya Sanogo. Aya Sanogo, je le connais. J'étais avec lui en février 2012, avant son coup d'État. Je connais le dossier du Mali. Aya Sanogo n'a pas cédé. Il n'est pas tombé suite à la pression, non? Dans tout pays, il y a des mécanismes de résolution des conflits. Donc les sages maliens, la hiérarchie musulmane sont partis croiser Aya Sanogo. Sauf la CEDEAO. S'il vous plaît. Mais ce qu'on dit, c'est un ensemble. S'il vous plaît.
Terminé, docteur. Croisé Aya Sanogo. Vous avez fait le coup d'État, vous êtes autoproclamé général, les avantages, tout. On vous laisse les avantages, mais laissez le pouvoir à des civils. C'est comme ça que Aya Sanogo, qui n'ambitionnait pas vraiment de faire un coup d'État, De bonne foi. a laissé le... De bonne foi. Il est mignon. ça. Monsieur, mais Landry, je ne vous reconnais pas. Si. Laissez-le terminer, je vous donne la parole tout à l'heure. Mais laissez-le finir, mais laissez-le Je ne finir. reconnais pas. Landry Laissez-le Couillot, finir, le rappel est important. s'il le vous rappel plaît, historique s'il vous est plaît. important. Docteur Sylvain Nguessa, vous terminez. Je suis surpris de la capacité de compréhension de certains sur le plateau. Je n'imaginais pas... Terminé, la capacité de terminé. comprendre aussi. Bon, donc ça c'est le cas de Aya Sanogo pour gagner un peu de temps. Deuxième élément, quelqu'un a parlé de la Chine et la Turquie en Guinée, que cela n'aurait pas d'incidence. On va arrêter un peu. La Chine est quand même le premier partenaire économique de l'Afrique depuis 2009. Nous le savons tous. Pas que de l'Afrique, c'est ce que j'ai dit. Nous avons tous participé plus ou moins à ces travaux sur l'implantation, la dynamique de la Chine en Afrique. Moi, je n'ai pas besoin d'étaler cela ici. Mais dire que le partenariat que la Chine noue avec la Guinée, ce serait quelque chose d'insignifiant, c'est quand même assez fort. Ah, qui l'a dit? Ce serait quand même assez fort. La Guinée, décidément, la Guinée a beaucoup de ressources. Nous sommes dans une guerre économique et on en parlera dans le second sujet tout de suite. Quand le Mali hausse tant le ton à l'international, c'est parce que le Mali compte aussi sur l'arrière-base de la Guinée. Si le Mali était sûr que l'embargo pouvait encercler complètement le Mali et priver Bamako de toutes les entrées possibles, de tout commerce avec l'extérieur, parce que justement n'ont pas accès à la mer, ils auraient baissé un peu le ton. On aura le temps d'en parler. C'est à juste titre que dans les classements des ports d'Abidjan, quand vous regardez la place que nous occupions en 2002 et celle que nous occupons aujourd'hui en 2022, 20 ans après, c'est pratiquement un déclassement stratégique. Ce sont des éléments dont il va falloir tenir compte quand on n'a pas envie de faire du vuvuzela, qu'on veut réfléchir sereinement à l'avenir d'un pays. Alors, Monsieur Moussa Cherif, vous nous appelez de l'Italie. Pour vous, les sanctions peuvent avoir un impact sur la junte militaire en Guinée. Tout à fait. Moi, je pense que... Je suis en ligne déjà. Oui, allez-y. Oui. Moi, je pense que les sanctions vont... les différents chefs d'État qui se réunissent pour prendre les sanctions, je pense que c'est des personnalités bien réfléchies qui savent ce qu'elles font. Déjà, quand on parle de sanctions, c'est pour que ça ait forcément des impacts. Et tout à l'heure, notre frère journaliste malien faisait cas de cette structure turque qui est au port de Conakry. De Conakry. Mais vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une descente musclée au port de Conakry. La junte a fait une descente musclée, aller fermer les bureaux du directeur général de ce port-là, sous prétexte qu'il y avait des informations faisant état de quelques vérités de l'ex-président qui s'y trouvent. Et comme c'est cette structure qui avait facilité le déplacement de l'ex-président, sa prise en charge à l'hôpital. Et donc, avec ces genres de comportements, avec ces genres de réactions, avec les partenaires extérieurs, avec les investisseurs, déjà, la junte ne facilite même pas déjà la sécurité judiciaire de ces entreprises-là. Et ce sont les effets des sanctions qui entraînent généralement ce genre de choses. Une junte qui voit ses entrées rétrécies, passe par la force pour menacer toutes ces sociétés et autres. Donc, moi, je souhaite que vous qui êtes des intellectuels, ayons le courage de dire les choses telles qu'elles sont. D'accord. Une sanction, c'est une sanction. Et déjà, toi-même, en tant qu'un être humain, quand tu entends que tu es sanctionné, déjà, consciencieusement, ça doit te toucher. Voilà, tu dois tout faire pour sortir de ces genres Décidément. D'accord. Et puis montrer la bonne face. Voilà, vraiment, je vous remercie. NCI, c'est ce que moi je... Merci beaucoup, M. Moussa Cherif, de nous avoir appelés depuis l'Italie. Messieurs, nous allons marquer une courte pause et poursuivre le débat juste après. Sur le plateau de NCI 360, dans la première partie de cette émission, nous avons évoqué les sanctions de la CEDEAO issues du sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale ouest-africaine, tenu cette semaine à New York en marge du sommet de la 77e Assemblée générale de l'ONU. À présent, nous allons évoquer la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire, marquée par la détention de 46 soldats au Mali depuis le 10 juillet dernier. Vous le savez, messieurs, la CEDEAO a donc décidé de l'envoi incessamment d'une mission de haut niveau composée des chefs d'État du Ghana, du Sénégal et du Togo
Au Mali, en vue de la libération des soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet dernier. On fait le point avec Pierre Dipomelin et on en parle juste après. Une mission de haut niveau, composée des chefs d'État du Ghana, du Sénégal et du Togo au Mali, en vue de la libération des soldats ivoiriens détenus depuis juillet pour tentative d'atteinte à la sécurité de l'État, alors que ces soldats étaient en contingent de relais dans le cadre de la mission onusienne. Selon Abidjan, la décision de cette mission de médiation a été prise par la CEDEAO à l'occasion d'un sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la situation en Guinée et au Mali, en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette médiation sonne comme celle de la dernière chance pour la junte au pouvoir à Bamako, qui réchigne à libérer les 46 militaires ivoiriens, malgré les appels de toutes parts. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a condamné avec fermeté l'incarcération continue des soldats ivoiriens et dénoncé le chantage exercé par les autorités maliennes dans cette affaire, demandant la libération sans condition des 46 soldats détenus au Mali. Le porte-parole de la junte à la tribune de l'ONU s'est livré à une diatribe contre tous, à commencer par la France, la Côte d'Ivoire et la mission des Nations unies au Mali. Les autorités maliennes entendront-elles raison? Difficile de le deviner. Voilà, messieurs, la CEDEAO a décidé de l'envoi d'une mission au Mali, me semble-t-il, la semaine prochaine, pour trouver finalement une solution à cette crise qui dure depuis le 10 juillet. Que vous inspirent les recommandations de la CEDEAO? Je rappelle que l'organisation a condamné avec fermeté l'incarcération continue des soldats ivoiriens, dénonce le chantage exercé par les autorités maliennes dans cette affaire, demande la libération sans condition des 46 soldats détenus au Mali, envoie incessamment d'une mission, je l'ai dit tout à l'heure. Réaction tout de suite, Idrissa? Bon, la dernière fois, je l'avais dit sur ce plateau, que le sommet de la CEDEAO allait être très déterminant, mais que rien n'était perdu. Si le Mali a boudé, le médiateur, le Togo, y était et a suivi. Et on s'attendait justement, j'avais insisté sur ça, à un retour du Togo à l'endroit du Mali. Sauf que cette fois, le Togo, il ne vient pas seul. Quelque part, il ne vient pas seul. Pourquoi? Les impacts de cette crise, finalement, deviennent multilatéraux. Le Mali insiste sur la bilatérisation. Mais nous en sommes à un niveau où il devient de plus en plus multilatéral. Pourquoi le Ghana et le Sénégal? Tout d'abord parce que le Ghana a une connaissance totale du dossier. Le président Embalo vient de prendre la main que très récemment. Le Ghana, par contre, durant un mandat plein, a vraiment eu à faire le tour et le contour de la question malienne. Ensuite, le Sénégal, il est évident, d'une part, il préside l'Union africaine, il va de soi qu'il y soit, mais d'autre part aussi, le Sénégal a quand même un intérêt économique non des moindres. Le port de Dakar, à travers les activités du Mali, chaque année, il a 400 milliards de francs CFA. Mais quand même, je tenais à insister sur un fait, c'est que la présence du Sénégal n'est pas trop appréciée, surtout par les soutiens, notamment le collectif pour la refondation du Mali, le COREMA, qui s'oppose vraiment à toute médiation du Sénégal. Pourquoi? Parce que pour eux, le Sénégal n'a pas été fair-play quand il était question des sanctions contre le Mali. Le Ghana non plus. Et eux, ils ne le comprennent pas dans la mesure où, avec ce que le Sénégal gagne à travers les transactions maliennes, telle position. Maintenant, cette délégation, on ne va pas se mentir, c'est la délégation de la dernière chance. Graduellement et rapidement, des soldats sont mis aux arrêts. On vient aux nouvelles, on parle entre deux. Après, on dit non, on appelle le Togo pour parler entre trois. Et finalement, celui qui est censé parler pour calmer la chose, il se retrouve tellement débordé, à un moment même dépassé par les événements, que chacun vient petit à petit en parler. Ce n'est vraiment plus une question à huis clos, ce n'est vraiment plus quelque chose de bilatéral. Malgré la judiciarisation sur laquelle insiste le Mali, que je respecte. Mais, vu que maintenant tout le monde en parle, et que les divergences perdurent, les impacts ont commencé à être visibles. Je cite le seul cas de la culture. L'artiste Mariamba a été zappé ici, n'a pas pu prester. Idem pour le célèbre rappeur Didi B qui a été zappé au Mali. Et là, c'est vraiment au seul domaine de la culture. Ça pourra aller au-delà. Maintenant, rapidement, quand ces présidents viennent, c'est vraiment la dernière chance parce que toute la sous-région
a parlé. Toute la sous-région s'est vraiment réunie à titre extraordinaire pour trancher. Et je pense que si cette fois, ils n'ont pas gain de cause, on considérera que c'est un désaveu. Et ce désaveu, il peut avoir des conséquences. D'accord. Arthur? D'abord, le Mali n'a pas boudé, le Mali n'a pas été invité parce que le Mali est sous sanction. Donc le Mali ne peut pas participer à une réunion de la CEDEAO. Le Mali, de fait, a rejeté Idrissa Keïta, vous avez parlé. Le Mali vous la laissez parler, laissez-le terminer. Une relation de la CEDEAO. Il faut arrêter de donner du genre à des gens qui n'en ont pas. Ils sont sous sanction, ils sont purement, simplement... D'accord, ça on l'a bien compris. Poursuivez. Donc, arrêtons de dire que le Mali a été boudé. Deuxième chose qui est importante, c'est une grande victoire pour la diplomatie ivoirienne. Oui. Une très grande victoire. Ça montre vraiment qu'on a des professionnels, des responsables, et je ne vais pas qualifier ce qui se passe de l'autre côté. Guillaume Bateau l'a largement fait. Donc, un pays comme la Côte d'Ivoire a commencé des négociations bilatérales avec un médiateur, a saisi la CEDEAO. Mais mieux, regardez le communiqué de la CEDEAO. C'est clair. Le communiqué est clair, il n'est pas loin des conclusions ivoiriennes. Donc, la diplomatie ivoirienne, elle montre son importance, son influence, comme je l'ai dit. C'est une grosse victoire de la diplomatie ivoirienne. Effectivement, en remettant le dossier à la CEDEAO et en revenant avec 3 chefs d'État, c'est pour augmenter la pression. C'est-à-dire, on montre un niveau supplémentaire quand quelques semaines avant, le secrétaire général de l'ONU avait déjà pris position. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne se trouve même pas dans le champ diplomatique international quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne partage pas l'avis d'une prise d'otage. Tout le monde comprend aujourd'hui qu'on a une prise d'otage sans précédent. On espère que cette médiation va porter ses fruits, mais de toute façon, comme tout ce qui s'engage, il faut espérer, mais pas nécessairement penser gagner. C'est clairement une victoire pour la diplomatie ivoirienne qui nous met en confiance et on voit clairement que le Mali est sanctionné parce qu'il n'a pas été invité, pas parce qu'il a boudé. D'accord. Sylvain Nguessan? Grosse victoire de la diplomatie ivoirienne, je ne le dirai pas pour le moment. Quand on verra les 46 militaires à Abidjan, je parlerai de grande diplomatie ivoirienne. Pour le moment, elle n'a pas encore produit le résultat escompté. Ceci dit, le Mali a dû faire son SWOT. Ils ont dû évaluer toutes les cartes que la CEDEAO a en main. Écoute, si on ne libère pas les 46 militaires, qu'est-ce qu'on nous fera? Bon, Abidjan va nous fermer son port. Justement, je vais vous poser la question, quelles seront les options de la Côte d'Ivoire au cas où la médiation échoue? Abidjan va nous fermer son port, bon, on ira à Conakry. L'électricité, la Côte d'Ivoire n'en fournirait que 20%. Bon, ils sont habitués depuis 80. Je partais régulièrement en mission à Bamako de 2010 à 2015, ou pour se coiffer même dans un salon de coiffure, tout le monde avait des ils sont habitués à ne pas avoir l'électricité, à part leur cité administrative. Donc véritablement, comme on le disait pour la Guinée, ce n'est pas une sanction en tant que telle pour eux. Ensuite, qu'est-ce qu'on fera? L'embargo de la CEDEAO? Bon, peut-être, mais ils ont déjà goûté à cette sauce-là pendant 6 mois. Ils ont dû avoir certains réflexes. Moi, je crains pour ces négociations-là. C'est une évidence pour moi, le Mali ne va pas céder. C'est pas parce que la Côte d'Ivoire va y aller avec combien de présidents le mercredi ou le vendredi qu'ils vont libérer. Non, je ne crois pas. Ils ne vont pas libérer, ils vont attendre les sanctions, voir la capacité de frappe, la force de frappe de la CEDEAO ou de la Côte d'Ivoire, comment cela pourrait atteindre leur colonne vertébrale, leur colonne dorsale, et puis voir maintenant comment réagir par rapport à cela. D'accord. Idrissa a déjà intervenu sur la question. Docteur Eddy Guipier. Oui, bon, moi, ma position, elle est partagée entre les deux personnes qui viennent prendre la parole. Je pense quand même que c'est un bon point à signifier quand même pour la diplomatie ivoirienne, qui a fait d'une question bilatérale une question multilatérale en confiant le dossier à la CEDEAO. La CEDEAO a clairement, dans le dispositif, on va dire, elle endosse, on va dire, toutes les revendications de la Côte d'Ivoire. Elle endosse toutes les revendications de la Côte d'Ivoire. Le médiateur togolais qui avait, on va dire, des accointances avec le régime de Bamako, on ne va pas dire est désavoué, mais on lui a adjoint 2 spécialistes, 2 experts, l'ancien président en exercice de la CEDEAO et le président du Sénégal pour renforcer sa position. Mais moi, je m'étonne quand même, on va dire, de la position assez maximaliste de la junte qui a déjà révélé ses intentions en voulant faire un marchandage ou du moins un échange, au demeurant odieux entre des politiques, on va dire, exilés en Côte d'Ivoire et des militaires qui seraient accusés des pires accusations, à savoir atteinte à la sécurité de l'État et qualifiés improprement de mercenaires. Au demeurant aussi, je ne veux pas croire au mot médiation de la dernière chance. Tout peut prendre des formes tout à fait différentes. Vous avez vu que lorsque le Mali
en début de cette crise, c'est une crise qui n'en finit pas, hein, je l'avais dit tout à l'heure, parce que dans une crise, c'est un peu comme quand vous avez un enfant qui a la fièvre, il a la fièvre, juste ça se passe bien, après il était à 38, le soir il passe à 40, il y a des pics et il y a des voies où cela s'abaisse. Il y a la verticalité de la diplomatie régalienne et républicaine, et il y a aussi l'horizontalité des diplomaties parallèles. On a vu des chefs traditionnels et religieux qui sont levés de la Côte d'Ivoire pour aller essayer de plaider auprès de la cause des soldats ivoiriens auprès des autorités de Bamako. Alors je me demande pourquoi est-ce que ça n'a pas fait fléchir. Parce que souvent, outre les cadres républicains et régaliens, on se retrouve entre Africains pour se parler. Et on convoque, on va dire, la parenté à plaisanterie, etc., pour se parler. Pourquoi est-ce que ça ne joue pas un rôle jusqu'à présent ? Bon, la question reste posée, mais je ne pense pas, on va dire, à une médiation de la dernière chance. Ça peut prendre d'autres formes et les soldats peuvent être libérés. D'accord. André Silver, avant de vous donner la parole, on a Abdoulaye Fofana qui nous appelle de Logoualé, de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Lui, il ne croit pas en cette médiation. Monsieur Fofana, bonsoir. Monsieur Fofana, vous nous entendez ? Sinon, on va aller au pas de course avec... Bon, apparemment, on l'a perdu. André Silver-Kona, allez-y. Pourquoi ça n'a pas fait fléchir la junte? La question elle est vraiment importante. Mais parce que la junte n'a pas envie que ce problème se résolve du fait de son incapacité à assurer sa mission première, qui est celle de la libération du Mali. Exactement. Je reviendrai là-dessus. Vous voyez, à la tribune de l'ONU... Pour vous, il s'agit de détourner l'attention. Entre autres. Je prends le dernier, moi je me base toujours sur les faits avant d'exprimer une opinion. Je prends le dernier communiqué bilan de la transition militaire sur le plan militaire. Mais regardez ce communiqué. C'est juste des opérations, pour reprendre l'expression de Banga, banales. Il n'y a pas une réelle stratégie de libération du Mali. Et je m'en tiens à ce discours de 35 minutes prononcé par le Premier ministre par intérim, qui a prononcé près de 10 fois le mot mercenaire. Près de 10 fois. Mercenaire. Alors que cet élément de langage ne revenait même plus dans les discours officiels. Il est revenu dessus, mercenaire. Alors que la justice malienne elle-même n'a pas retenu le mercenariat. Vous voyez? Et je reviens à ce qu'il avait dit. Il dit que c'est une affaire judiciaire. Je suis d'accord. Sauf que la libération des 3 soldats pour cause humanitaire, ce n'était pas judiciaire. Voilà. Pour cause humanitaire du colonel Assimi Goïta, ça n'était pas du tout judiciaire. C'était politique. Et jusque-là, le communiqué du procureur spécial, je rappelle toujours cela, n'a jamais parlé de mercenariat. Donc, pour moi, vraiment, c'est derrière nous, c'est une affaire politique. La deuxième chose, c'est que le colonel Assimi Goïta, qui a parlé de contrepartie, ça n'est pas judiciaire, c'est politique. Mais je parle sous le couvert de certains milieux informés au Mali. Ils savent très bien que nombreux sont ceux pour lesquels ils demandent les extraditions, ne sont même plus en Côte d'Ivoire. Je crois, Ibrahim Keïta, comment il s'appelle? Karim Keïta. Il n'est même pas en Côte d'Ivoire. Vous voyez, et ils le savent. Le dossier des soldats ivoiriens, qui est devenu, quand vous prenez le discours du Premier ministre par intérim à la tribune de l'ONU, des Nations Unies, le tiers du temps a été consacré à cela. Donc, c'est devenu une affaire malienne. C'est-à-dire que c'est devenu un problème malien, alors que ça ne devrait même pas. Mais enfin, pour la libération de ces 46 soldats, on va créer toute cette tension. Je veux dire, des soldats pour lesquels il est certain aujourd'hui qu'ils ne sont pas des mercenaires. La semaine dernière, certains disaient, mais pourquoi l'ONU a mis tout ce temps? Mais voyez-vous, le secrétaire général de l'ONU a parlé, mais on remet encore en cause. On revient encore sur les thèmes de mercenaires. Donc, le problème n'était pas que l'ONU parle ou non. Le problème est qu'il y a une mauvaise foi manifeste qui a trouvé dans un dossier
un prétexte pour accaparer, pour sinon focaliser l'attention des Maliens sur leur incapacité. Sinon, pour détourner l'attention des Maliens sur leur incapacité à libérer le pays. Mais enfin, pour 46 soldats qui étaient au 8e détachement, dont le 7e détachement, donc les prédécesseurs, avaient pris les mêmes 2 avions pour venir à Abidjan, le même avion et l'autre avion qui a transporté les armes, a pris le 8e détachement pour partir, ils étaient, je dis bien, à le 8e détachement. À cause de ce problème, on va arriver à toute cette tension. Sérieusement, c'est ça qu'on veut pour le Mali? On vous a bien compris. Landry? Merci bien, Ali. Alors, il y a quelques semaines, je faisais une démonstration partant de plusieurs hypothèses que se construisait la junte malienne, puisque, bon, la junte, le gouvernement malien, si ça peut le contenter, encore qu'il y a d'autres juntes, dans lesquelles il se projetait. Et il cherchait le moyen de trouver une scène internationale à l'effet de pouvoir se répandre. Ils ont eu leur scène internationale. Bon, c'est vrai que la salle était pratiquement vide, mais au moins il y a eu des relais sur certains réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une médiation de la dernière chance? Non, lisez bien le discours du monsieur. Il y a ce qui est dit et puis il y a ce qui n'est pas dit. Il y a ce qui est dit, n'est pas dit. C'est vrai qu'il a tensé certaines personnes, mais la CEDEAO a été présentée comme étant une institution honorable, n'est-ce pas, digne, et que, par exemple, son président actuel ne méritait pas de pouvoir la siéger. C'est normal, ils espéraient être là, et que le siège soit donné à l'autre, c'est normal qu'il se venge en agissant ainsi. Donc, lorsqu'il présente la CEDEAO sous cette forme-là, lorsqu'il se garde, alors qu'il traite ces 46 soldats de mercenaires, et que celui qui est censé avoir commandité cette opération de mercenariat n'est pas attaquée devant les instances internationales, alors que le droit international le prévoit, c'est qu'on se donne les moyens de continuer malgré tout la négociation. Sinon, on aurait pu poursuivre la Côte d'Ivoire, puisque ces soldats viennent de Côte d'Ivoire, ils ne se sont pas armés par eux-mêmes. Ils ne se sont pas dotés d'armes par eux-mêmes, ils viennent de la Côte d'Ivoire. Donc, par voie de conséquence, ils auraient pu poursuivre judiciairement la Côte d'Ivoire pour avoir aidé ou prêté de base arrière à ces mercenaires. Mais on se garde de le faire parce que d'un point de vue diplomatique, le Mali n'a pas rejeté cette option, bien au contraire. C'est vrai que cette intervention de ces présidents peut ne pas donner l'effet escompté, mais seulement dans les deux camps, on se donne les chances de pouvoir trouver une solution politique et diplomatique à cette cause, parce que la solution judiciaire est sans objet. Parce que, comme disait André Silver-Conan, sur la base de quelle ordonnance, n'est-ce pas, produite par le juge d'instruction, ces 3 dames-là, ces soldats, ont été remises en liberté, alors qu'elles portaient le même chef d'accusation que les 46 autres soldats. Donc ce n'est pas judiciaire, ce n'est qu'une situation qui est politique et diplomatique, mais on a besoin de pouvoir monter les enchères, on a besoin de pouvoir crier son ras-le-bol, on a besoin de montrer aux uns aux autres qu'on est capable de porter la voix et capable de dire à certaines puissances qu'on est ce que l'on pense d'elles. C'est tout. Ils avaient besoin d'avoir cette scène-là, traduit en tribunal populaire pour qu'ils puissent être applaudis par leurs fans. Ils ont eu les applaudissements. Mais la Côte d'Ivoire, et là je vais terminer avec cela, il faut pouvoir saluer le sens de la responsabilité de nos autorités politiques. Regardez le silence gardé, la posture, regardez la démarche, je ne parle même pas de l'action diplomatique qui s'est déroulée sur 2 semaines, mais la réaction de nos autorités montre que nous avons une ligne et nous avons donc une certaine notoriété à préserver par rapport au pays que nous représentons. Et ce qu'ils font est vraiment important parce que ça ne fait pas monter, ça ne facilite pas l'escalade en termes de violence verbale. Bien au contraire, ça montre qu'on est en face, on doit être fier de nos autorités qui restent concentrées sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir sortir nos 46 soldats de cette étreinte-là. Et surtout, un intérêt encore plus grand, c'est de veiller à ce que nos 2 peuples continuent de pouvoir cohabiter dans la fraternité et que les échanges économiques, politiques et humains soient au beau fixe entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On vous a bien compris. À l'actif des autorités ivoiriennes. J'ai entendu. Alors, Christophe, lui, nous appelle de Paris. Il estime, lui, en tout cas, il est optimiste, hein, il estime que cette médiation de la dernière chance, comme on l'appelle, va aboutir à une issue favorable. Christophe, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Diarassou. Allez-y, on vous écoute. Oui, je tenais à saluer tous tes invités sur le plateau, et en particulier la NCI. Allez-y avec votre développement, allez-y. Je l'ai dit tout à l'heure,
J'ai dit, j'espère que c'est la dernière cartouche, on peut le dire comme ça, sur le plan diplomatique. Et j'espère que cette médiation, ce groupe de 3 chefs d'État, ce groupe pourra quand même aboutir à une issue favorable à la crise. Et en plus de cela, j'ai une question à poser à notre frère, M. Keïta, si je ne sais pas si je me suis... Oui, c'est ça, allez-y, posez votre question. Oui, alors, M. Keïta, avec toutes ces personnes qui sont allées au Mali pour essayer d'intervenir, pour trouver une issue à cette crise, mais je pense avec le nombre de délégations qui sont parties, et Assimi n'a pas réagi favorablement. Alors, si jamais il arrivait que l'un des soldats ivoiriens perdait sa vie dans cette situation, quelle sera la réaction du Mali vis-à-vis de la Côte d'Ivoire? Je vous pose cette question en conséquence de cause, parce que moi, qui suis au téléphone, j'ai mon jeune frère qui est dans ce contingent de 46 soldats. Alors là où je suis en train de vous parler, j'ai du mal à m'endormir, à m'avoir pour le sentir. Je suis désolé, peut-être que si ma voix tremble ainsi, et je ne suis pas dans moi-même, M. Diarra-Souba. D'accord. Donc ma question, je voulais franchement avoir une réponse de la part de notre frère Keïta. D'accord, c'est entendu. Allez, merci beaucoup. Je rappelle que Idrissa Keïta ne représente pas évidemment les autorités de transition, mais il pourrait peut-être commenter, donner un avis là-dessus. La seule chose que je peux dire, s'il y a des incidences, elles seront appréciées par l'État de Côte d'Ivoire et la réciprocité pourrait être une alternative. D'accord. Monsieur, à l'avant-dernière journée le temps court, on est obligé d'aller au pas de course. Au monsieur qui nous a appelé, oui. On partage sa douleur et qu'il garde confiance. Et comme on est tous africains, nos dieux, et Dieu fera en sorte que rien n'arrive à son frère et à ses 46. Et vivement. Vraiment de cela. Vivement. Bon courage à vous, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur, on a vu le Premier ministre par intérim du Mali à la tribune de la 77e Assemblée générale de l'ONU, j'ai envie de dire crachant du feu contre la France, contre la CEDEAO, contre la Côte d'Ivoire, le Niger. Il a ouvert plusieurs fronts en même temps. Analyse de ce discours qui fait la une de l'actualité depuis avant-hier. Landry Couillot. Cracher du feu, mais du feu d'artifice. Hein. Bon, c'est pour amuser, vous savez. Je vous dis, il y a ce qui est écrit et puis il y a ce qui n'a pas été écrit. Et il faut lire ce qui n'a pas été écrit. Ils avaient besoin de réagir à l'offensive diplomatique d'Abidjan. Ils ont eu leur tribune, ils ont parlé. Certains se sont érigés en officiers d'état civil pour pouvoir déterminer la nationalité de X et de Y. Ils ont pu juger de la légitimité du pouvoir de X et Y, traiter d'autres gouvernements de junte. Mais le plus important à retenir, pour moi, en tant qu'Ivoirien, c'est plutôt le propos du président Ouattara, qui était un propos qui était raisonné, raisonnable, soigneux, et qui manifestait bien sûr de la haute responsabilité qu'un chef d'État en fonction devrait avoir vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis d'un pays avec lequel on a une certaine crise. C'est ce qu'il faut pouvoir retenir, pas ça. Parce que ça, il n'y a rien à retenir. D'un point de vue intellectuel, d'un point de vue scientifique, il n'y a absolument rien à retenir, sinon que cela suscite quelques émotions de personnes qui applaudissent ou que des personnes qui s'énervent, mais cela n'apporte rien de qualitatif, autant au Mali qu'à la Côte d'Ivoire, aux relations entre les deux pays. Bravo donc à la diplomatie ivoirienne, bravo au discours du chef de l'État, parce que c'est un discours de chef d'État, et souhaiter qu'à l'avenir, lorsqu'on se présente à la tribune des Nations Unies en tant qu'État souverain, on ait la possibilité de dire ce que l'on pense, mais avec courtoisie, avec dignité. Monsieur, il a affirmé surtout le Mali détiendrait des preuves de ce que la France soutenait les terroristes. Alors pourquoi finalement le Mali ne publie pas ces preuves, Idrissa Keïta? Tout d'abord, si ces preuves existent. Tout d'abord, j'aimerais faire savoir à certains sur le plateau que la vérité des uns n'est pas celle des autres. C'est pour ça qu'on fait le débat. Il reste sur une position... C'est évident. Oui, il reste sur une position jusqu'au boutiste et on voit qu'ils ne veulent pas changer. Quelque part, même ce discours est quelque part un signe annonciateur des couleurs. Parce qu'on ne sent pas que, comme l'a dit mon cher Sylvain Guessant, qu'ils vont vraiment céder à la délégation de la CEDEAO. Maintenant, le discours en lui-même.
Tout d'abord, pour moi, le Mali ne cherche... Je veux faire une précision. Des discours jusqu'au boutiste, je ne sais pas à qui vous faites allusion sur le plateau, mais il y en a partout. Non, hein. le jusqu'au boutisme, je fais allusion même à la junte. Ah, d'accord, très bien. À la junte malienne. Parce que justement, dans le parler, il faut retenir une chose. Ce sont des militaires. Ils ont leur langage propre à eux. Et ils sont quand même aux affaires, ça fait 2 ans. Donc, et spécifiquement, l'actuel Premier ministre, par intérim, n'est pas à présenter. Depuis le début d'année, depuis que les sanctions de la CEDEAO sont tombées, Abdoulaye Maïga, le colonel, a régulièrement été sur l'écran pour tenir pareil propos. Par contre, la tribune des Nations Unies est une aubaine. Nul n'ignore ici que depuis plus d'1 mois, presque, ils avaient évoqué cette question de preuve contre la France qu'ils voudraient mettre sur la table des Nations Unies. À telle enseigne que le Sénégal même s'est proposé pour la médiation afin que vraiment cette affaire n'aille jusqu'à ce niveau, qu'on puisse la tenir. Et je l'avais rappelé, le collectif pour la refondation du Mali, le COREMA, est même descendu dans l'arène pour désavouer la médiation sénégalaise. Donc, 1, ce sont des militaires qui sont aux affaires. De 2, dans le ton, il est très martial. Ils n'ont que faire, disons, des particularités diplomatiques. De 3, cette tribune était l'occasion pour pouvoir mettre aux oreilles des Nations Unies et du monde qu'au-delà des fronts qu'ils ont quand même ouverts, ça je le concède, qu'ils veulent en découdre avec la France et qu'ils ont des preuves sous la main qu'ils aimeraient vraiment étaler sous la lumière. C'est donc la raison pour laquelle... Pardon? Pourquoi n'a pas étalé là? Non, il attend le moment opportun. D'accord. Ce n'est pas pendant un discours, mais pendant une assise spécifiquement portant sur la plainte. D'accord, très bien. Eddy Guipier? Alors, bon, aller en amont, moi je fais un constat. Je pense que le mur de Berlin qui était tombé est en train de se relever progressivement parce que les positions sont tranchées, les positions sont véhémentes. Nous avons vu les discours assez offensifs du président Macron et du président Biden et nous avons ce discours du Premier ministre par intérim malien qui essaie, on va dire, d'apporter une sorte de réponse et d'attaquer aussi. Vous savez, en matière d'analyse du discours, nous fonctionnons sur la base d'une trilogie. Nous avons, dans un premier temps, le logos, qui est un peu la structure, la rationalité du discours. Nous avons l'éthos, comment est-ce que le locuteur lui-même se perçoit. Et nous avons le pathos, qui joue, on va dire, sur le registre de l'émotion quant à la cible. De ce point de vue-là, est-ce que la cible est atteinte? On pourrait dire oui et non, puisque d'un point de vue, une large part de l'opinion africaine qui suit cette junte, comment dirais-je, malienne, les a ovationnés, applaudis, etc. D'autre côté, c'est quand même une attaque qui se joue sous le registre, pas seulement martial, je dirais ça, non. C'est quand même le champ lexical de l'injure et de l'irrévérence quand même. Et quelque part, avec ces attaques, on a compté dans l'analyse du contenu 10 fois le mot mercenaire, d'autres termes, junte, etc., parler du gouvernement français. Mais de l'autre côté, moi, je questionne le volet post-discours. Quelle est l'utilité d'un tel discours et en quoi ça aide le Mali qui a 2 engagements fermes. Le premier, c'est la libération du territoire malien. J'étais un des premiers à parler de l'opération Kélétigui aujourd'hui, qui, à part des victoires tactiques et des revers aussi tactiques, ne progresse pas réellement. Il y a quand même plus de 800 000 km² à reconquérir. C'est sur la base de cet engagement-là que la junte a pris le pouvoir, n'est-ce pas? Deuxième engagement, c'est l'organisation d'élections pour laquelle aussi elle traîne les pas. Je pense qu'elle a des défis quand même, somme toute, assez incompressibles à régler. Et je m'étonne dans ce discours, qu'elle s'isole d'une grande part, on va dire, de l'opinion, ou du moins des leaders. Même lorsqu'on questionne, ou du moins on évoque les 3 chefs d'État qui sont attaqués dans ce discours, indexés dans ce discours, vous avez 3 chefs d'État qui sont les voisins du Mali. Voilà. Voisins directs. Voilà, les voisins directs du Mali, les pays limitrophes du Mali. Et je me pose la question de savoir quel discours, pour un discours qui quand même, on va dire, dans sa finalité, peut continuer à isoler le Mali. André? Je fais remarquer, on ne fait pas beaucoup attention, mais les colonels au pouvoir aujourd'hui à Bamako étaient les capitaines
les lieutenants quand le Mali était attaqué. C'était les officiers qui étaient chargés de porter les troupes qui ont échoué à mater les terroristes il y a 10 ans. Ce sont eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Souvent, on l'oublie. Ça, c'est la remarque que je voulais faire. Vous voyez, pendant 35 minutes, le colonel a identifié des ennemis à qui il s'est adressé. Nulle part, on n'a entendu le nom d'un chef terroriste. Okay. Les terroristes qui sont les ennemis premiers du Mali. Nulle part. Pendant ces 35 minutes, il s'est attaqué à Ouattara, à Sissoko, à Bazoum, à Macron. La tribune était vraiment le lieu le plus important pour moi pour poser le problème principal du Mali, qui est celui de la lutte contre le terrorisme. Il n'a pas fait. Il en a parlé juste comme cela et il a consacré le reste de son discours à s'attaquer aux gens. Souvent, les gens disent, mais pourquoi il n'y a pas une forte coalition pour venir au Mali comme les gens le font en Ukraine? Je vous ramène à ce discours qui a manqué de leadership sur la question de la mobilisation de la communauté internationale pour le Mali. Donc, vous voyez, on est vraiment... c'est vrai que quelqu'un a dit ici qu'il était intervenu dans un discours, dans une salle à moitié vide, presque totalement vide, mais le président Alassane Ouattara aussi, hein, ce n'était pas vraiment... c'était pas plein. Donc, pour vous dire que ce n'est pas aussi important, c'est-à-dire que le problème du Mali et de la Côte d'Ivoire ne sont pas aussi importants pour la communauté internationale. Qu'on le veuille ou non, en atteste les personnes qui étaient dans les salles lorsque le président Alassane Ouattara intervenait et lorsque le Premier ministre par intérim du Mali intervenait. J'aimerais dire quelque chose sur son discours, le contenu de son discours. C'est vrai que la forme n'y était pas du tout. Moi, je ne lui accorde pas l'excuse du militaire parce qu'il a bien eu conscience de la tribune qu'il a troqué son treillis pour se présenter en civil. Et donc, il avait bien conscience de ce que la tribune était importante. Non, il savait exactement ce qu'il faisait. Par contre, il a dit quelque chose qui pour moi est important et j'adhère totalement, c'est justement le problème des troisièmes mandats. J'adhère totalement à ce qu'il a dit. Moi, je suis foncièrement contre la modification des constitutions pour s'éterniser au pouvoir. Je suis contre les troisièmes mandats. Je l'ai toujours dit, j'ai une position constante là-dessus. Donc, je suis contre les coups d'État constitutionnels, je suis contre les coups d'État militaires et je suis contre les coups d'État rebelles. Je l'ai dit à maintes reprises. Il a dit aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il a évoqué le Sahel. Mais c'est une contradiction. Parce que le Mali, je l'ai dit sous le couvert de Idriss, est sorti du G5 Sahel. Je l'ai dit sous son couvert. Mais ça n'a aucun sens que d'aujourd'hui brandir la sécurité du Sahel pendant qu'on sort d'un instrument qui permettait justement de lutter contre le terrorisme dans le G5 Sahel. Je fais remarquer qu'il y a un élément de langage qui revient constamment. C'est que la crise libyenne a favorisé justement la crise au Mali. De nombreux Ivoiriens, nombreux parmi vos téléspectateurs ne savent pas qu'en réalité, la Libye n'est pas un pays frontalier du Mali. D'accord, très bien. Docteur Sylvain Nguessan. Ok. Moi, j'allais rebondir sur la dernière phrase de Guy Pied. Évidemment, qu'est-ce qui a changé dans la vie du Malien depuis que le Premier ministre du Mali a tenu son discours? Rien. André Sylvain disait tout à l'heure qu'il apprécie son intervention sur le troisième mandat. Pour moi, c'est de la distraction. Il n'a pas fait son coup d'État au Mali à cause d'une question de troisième mandat. Qu'il articule son discours sur ce qui l'a motivé pour faire son coup d'État au Mali, à savoir la reconquête territoriale du Mali. Parlons-en. Les Maliens font comme si, ou alors ceux qui traitent la question du Mali, font comme s'ils ont oublié qu'il y avait une question interne au Mali qui date d'avant les indépendances, depuis le XIVe siècle au moins, sur le couvert de l'Issaurien qui est à côté de moi. 13e. Tu connais plus mon nom. Le 13e, hein? Tu connais plus mon nom. S'il vous plaît. Donc depuis le 13e siècle. Et il n'y a que 2 ans avant les indépendances, au moins la partie nord du Mali a écrit à la puissance colonisatrice pour dire qu'elle ne voulait pas faire partie du Mali. La puissance colonisatrice n'a pas accédé
à leur demande. Déjà en 63, 64, il y a eu une rébellion Touareg. En 78, il y a eu des soubresauts. En 90, 94, il y a eu encore une rébellion Touareg. Kadhafi va ouvrir les vannes de Tripoli à sa légion islamique pour permettre 800 éléments de cette rébellion-là d'intégrer la légion islamique de l'armée de guide Kadhafi. L'armée de Kadhafi, excusez-moi, c'est une puissance militaire. Ce sont des gens qui ont été très bien formés, qui ont eu accès à des armes modernes, ce n'est pas des armes de la Première Guerre mondiale. Et encore ouvrir les vannes pour que plus de 190 000 Touaregs, à la chute de Kadhafi, en 2011, ceux qui ont évalué le nombre de Touaregs qui sont revenus au Mali et au Niger, les évaluent à 200 000 personnes qui interviennent. Je cite Grégoire Mathias, qui a écrit un ouvrage, La guerre française contre le terrorisme islamiste en 2015. C'est lui qui a parlé de cela. 200 000 Touaregs qui rentrent. Donc, quand ils rentrent au Mali, au Niger, il y a un basculement démographique, qui a des incidences politiques. Ils ont quitté le Mali parce qu'on leur a offert une lucarne, une aubaine, une occasion, un contexte pour améliorer leurs conditions de vie. Ils reviennent, ils tiennent toujours à leur autonomie, à l'autonomie de leur espace. Quelle est la solution que propose le pouvoir de Bamako? Il faut y réfléchir. Et c'est ceux-là qui voulaient la conquête de leur pouvoir. Malheureusement, il y a eu la tendance islamiste qui descendait sur Bamako quand Bamako a fait appel à la France pour venir secourir le Mali. Le Premier ministre fait comme s'il a oublié toute cette question. Il n'y a pas de crise à l'interne. Il ouvre tous les fronts et il oublie l'essentiel. 20 000 soldats, 20 000 soldats maliens. Je ne parle pas de forces spéciales américaines, françaises et autres. 20 000 soldats maliens ne peuvent pas sécuriser 1 200 000 km². C'est impossible. Il avait une occasion là de demander l'aide pour aller à la reconquête de son territoire, il ne l'a pas fait. Il a préféré distraire les gens pour ne pas qu'on parle de son bilan à la tête de l'État malien depuis 2 ans. Encore une fois de plus, c'est de la déception. Arthur ? Tout a été dit, mais je vais quand même rappeler que la tribune de l'ONU, Maïga l'a vraiment utilisé au sens tribune, quoi, pour venir plaider. Et c'est pas on a vu Yasser Arafat venir avec une arme, on a vu Chavez parler de Satan face aux États-Unis, on a eu Sankara, on a eu donc Fidel Castro sur Kadhafi. 4 heures. Voilà. Donc il y a eu des moments comme ça. Voilà. Donc le choix a été fait. N'oublions pas, on le dit tous, c'est un régime populiste qui recherche des adversaires face à son incapacité matérielle. Et même la France qui est partie, il faut toujours remettre la France au centre du débat parce que ça a mobilisé certaines personnes de savoir qu'on est toujours en guerre contre la France alors qu'on a obtenu de la France que Bacan Pat. Mais il faut toujours avoir la France. Et après la France, on va qui? Son meilleur allié, la Côte d'Ivoire. Donc on a les 46 soldats, il faut mobiliser. Le pauvre Bazoum, qui d'après Si Ousmane, était l'un des négociateurs, Ousmane Si, ancien ministre, qui a fait un tweet pour dire que Bazoum était l'un des négociateurs qui imposait le respect de l'intégrité. Il a eu son état civil qui a été fait par Maïga. Mais dans tout ça, il a eu quand même, faut bien le concéder, André, aux gens, il a quand même touché un problème essentiel de la jeunesse africaine, même si ce n'était pas son rôle, le premier et le troisième mandat, c'est un problème qui touche aujourd'hui à l'Afrique, même si je ne suis pas d'accord avec l'expression coup d'État constitutionnel. Maïga a saisi sa tribune dans du populisme qu'il a l'habitude de faire et de façon la plus inutile, parce que le plus important pour les Maliens, on est bien d'accord, c'est d'abord organiser des élections pour permettre à un régime légitime, légal de prendre les décisions du Mali et de faire en sorte de libérer les territoires. Là, on ne les voit pas trop. Et même l'annonceur de Kélitigui reconnaît aujourd'hui que Kélitigui n'a apporté aucune victoire stratégique. D'accord, merci monsieur. Nous allons passer au carton de la semaine. Ce sera juste après ceci. Premier carton. André Silver-Conan, vos cartons. Carton rouge. Thomas Sankara a dit « Même quand on a raison, ce n'est jamais bon d'être seul ». La junte militaire au Mali doit beaucoup méditer sur cette phrase de Thomas Sankara. Carton jaune au ministère de l'Enseignement. Les verbatim... Enseignement technique, enseignement supérieur. Enseignement supérieur. Les verbatim concernant les 3 personnes, les 3 candidats qui ont été recalés, repêchés, je ne sais pas comment dire, ne me convainc pas du tout. J'estime que le ministre fait des efforts et doit être très vigilant par rapport à ses services et éviter ce genre d'erreur, surtout qu'il s'agissait de 25 candidats. Carton vert, toujours dans le même cadre, au ministre de la Défense, parce que j'ai vu, pour une fois, la liste complète des admis au concours à l'école à l'EMPT.
Il y a quelques années en arrière, c'était très difficile d'avoir cette liste si on n'était pas un parent de candidats. D'accord. Je crois que la transparence a été aujourd'hui, j'ai été très content de voir une liste représentant la Côte d'Ivoire et représentant la compétence. Très bien. Docteur Eddy Guipier, un seul carton apparemment? Oui, un seul carton vert divisé en deux. Premier carton vert pour l'enseignement militaire supérieur en Côte d'Ivoire, représenté par deux institutions qui sont le CESD, l'école de guerre et l'Académie des forces armées, qui, on va dire, reçoivent des promotions. Ce sont des institutions où on forme internationalement et africainement en particulier des officiers supérieurs et qui, pour connaître la guerre et mieux l'anticiper. Deuxième carton vert, sur un ton beaucoup plus ludique, au promoteur du Cam Tchin-Tchin. Du Cam Tchin-Tchin, excuse-moi si je te l'ai volé. Bon, j'étais plus que dubitatif, pour ne pas dire sceptique. Le Cam Tchin-Tchin, c'est une compétition de football organisée par un jeune Ivoirien du nom de Jonathan Morrison. Et la finale s'est tenue aujourd'hui. La finale s'est tenue aujourd'hui, et donc chapeau, je faisais partie des personnes qui étaient vraiment très dubitatives. Je n'ai pas dit que je suis conquis, mais bon, quand même, je pense qu'il a assuré, il a assumé. C'est un mélange, on va dire, de comités tels qu'on les connaît et de variétoscope, et c'est plutôt réussi. Ça plaît au jeune public et ça a attiré pas mal de monde. Voilà, absolument. Carton vert. Idrissa Keïta, vos cartons? Tout d'abord, un carton vert. À qui? 2 points. Tout d'abord à M. Daouda Daou, ce taximan qui m'a conduit ici, qui, quand il m'a vu, m'a reconnu et a dit qu'il est un fan de cette émission. D'accord. Et a insisté à ce qu'on puisse vous transmettre ses salutations. Il va recevoir un carton vert aussi de ma part. Hein. Terminé? La deuxième chose, c'est un carton vert à la NCI. Parce qu'à peine rentré, la consoeur Tia, l'animateur Brice Guébier et Guigré et, comment dirais-je, Juste Crépin Dongo intègrent les rangs du groupe. Ça, c'est ce qui est des cartons verts. D'accord. Rapidement? Pour ce qui est du rouge, je l'attribue à M. Banga. D'accord. C'est la première fois qu'on a un carton direct sur le plateau. Allez-y, dites-nous pourquoi. Parce qu'il nous a sérieusement secoué. Et j'espère que prochainement, on aura vraiment le temps de s'écouter, sans vraiment vous donner des cheveux blancs. D'accord, c'est à moi que ça fait plaisir, ça. Le second carton rouge, je l'envoie au Premier ministre de la Guinée. Lors de sa réaction par rapport aux sanctions en vue de la CEDEAO, il a traité le président général Embalo de guignol, de crieur public et de mots que je ne souhaite même pas dire sur ce plateau. Maïga doit vin rouge. Non, celui de la Guinée. Maïga a fait un discours qui a été décrypté ici. Plus la peine d'en revenir. D'accord. Mais par contre, le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, a tenu des propos qu'un intellectuel de haut rang, et même de façon simple, des propos insultants ne doivent pas être tenus. Surtout qu'il s'agit d'un chef d'État élu et encore désigné par toute une sous-région pour porter la voix de l'Afrique de l'Ouest. Très bien. Landry? Alors, merci. Moi, j'ai un carton vert à la diplomatie ivoirienne. J'ai apprécié. On aurait cru que celle-ci serait moribonde, incapable de réaction, mais on est passé à un niveau supérieur. Et ce, avec tact, avec finesse, avec élégance et surtout avec dignité. Ce carton vert est aussi adressé à la réaction face à ce discours injurieux, inélégant, et qui est une réaction de dignité, dans le silence, dans le respect, parce qu'on a des autorités qui ne se laissent pas distraire par l'attitude populiste, mais qui portent et qui attachent du prix à l'objectif qui est celui de pouvoir obtenir la libération de nos 46 concitoyens et protéger, bien sûr, les relations d'amitié et de fraternité entre deux peuples, que sont le peuple ivoirien et le peuple malien. On est obligé d'aller rapidement, hein? Oui, le dernier carton. Oui, le dernier, rapidement. Je ne peux que l'adresser à Jonathan Morrison. Hein. Très bien. Jamais douté, et heureusement, il est allé jusqu'au bout. C'est la preuve que nous avons une jeunesse qui n'a pas forcément besoin d'être adoubée par X et Y pour atteindre ses objectifs. D'accord. On me fait dire que finalement, la finale du Tchin-Tchin, de la Cam Tchin-Tchin, a été remportée par Adjamé, par l'équipe d'Adjamé, qui l'a remportée sur un score de 1-0. Félicitations aux gens d'Adjamé. Arthur, rapidement, très rapidement, on n'a plus qu'une minute. À la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, qui a passé une semaine à réfléchir sur l'intégration des femmes et à se positionner comme une institution qui veut porter l'intégration des femmes et dans la gendarmerie et dans la société ivoirienne. Donc bravo au général Apollo Touré et à ses équipes pour ce magnifique séminaire. Deuxième carton vert, il faut
Fofana Sekou pour son retour en sélection et de très belle manière. Et ça montre le leadership et le management du président Yacine Idriss Diallo et de son coach. Carton vert à moi-même, pour le piment que j'apporte à ce débat, même si certains voulaient des successions de monologues, un débat, il y a des pics. Et donc je Arthur, on vous a compris. Voilà. On vous a compris. Oui, docteur Sylvain Guessin, terminé. Carton vert à Jonathan Morrison aussi. Oui. Et deuxième carton vert au programme social du gouvernement qui rentre dans sa deuxième... Le PS Gouv. Oui, avec les 6 régions qui sont sillonnées par le coordonnateur, je crois, il y a... Enfin, je ne vais pas écorcher son nom, donc par le responsable du PS Gouv et aussi par le monitoring qui est fait par la primature pour que les 3 milliards qui ont été dégagés puissent vraiment atteindre sévèrement carton vert à ce programme-là. D'accord. Merci beaucoup à vous, carton vert à tous nos débatteurs. J'ai failli mettre un jaune à Arthur Banga, mais bon, il a déjà écopé d'un rouge. De la part d'Idrissa Keïta, je ne vais pas en rajouter. Vous m'avez rendu la tâche très difficile ce soir, il faut l'avouer. Carton vert à tous nos téléspectateurs, surtout les internautes qui nous ont suivis. Ils étaient près de 8000 à nous suivre ce soir sur la page Facebook de l'émission. Merci à vous. Rendez-vous dimanche prochain avec Evelyne Débat pour un autre numéro de NCI 360. Moi, je vous retrouve dans la moitié du mois d'octobre. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.